La machine hollywoodienne exploite tous ceux qui y entrent, mais elle les récompense également. Pour certains, ça fonctionne très bien, mais d'autres ne sont pas conscients du marché qu'ils ont conclu. Deux acteurs jeunes et talentueux, la coqueluche d'Hollywood et le marginal australien. River Phoenix avait un éclat naturel. Heath Ledger semblait être à la fois très mature et sage, et montrer un enthousiasme qu'on rencontre rarement. Les deux acteurs meurent de surdose tragique. La mort de Heath Ledger a été une nouvelle troublante. Ce jeune homme a été fauché dans la fleur de l'âge. River Phoenix était une étoile montante. On l'a perdu avant qu'il ne puisse jouer ses plus grands rôles. Nés à 10 ans d'intervalle, ces deux vedettes ne se sont jamais rencontrées, mais de bien des façons, leur histoire est la même. Les deux acteurs ont succombé à un cocktail de drogue mortelle. River sur le trottoir froid de Sunset Boulevard et Heath seul dans son lit. Ils consommaient tous les deux pour échapper à la pression d'Hollywood et aux démons qui les hantaient. C'était la période la plus sombre de sa vie et le rôle le plus sombre de sa vie. Dans la machine hollywoodienne, les deux hommes ont cédé à des influences destructrices qui ont finalement gâché leur vie. Les deux acteurs n'ont pas eu le temps de terminer leur dernier film. Il ne souhaitait pas mourir. Il n'essayait pas de se détruire. En fait, il essayait de se reprendre en main. Le chemin vers la gloire et la fortune est semé d'influences, bonnes et mauvaises. Découvrez ce qui pousse certaines célébrités à céder à une influence toxique. River Phoenix devient une grande vedette dès la sortie du film Compte sur moi. Les murs des chambres d'adolescentes de partout dans le monde sont bientôt tapissés d'affiches de lui. On était tout de suite captivés par River à l'écran. Les Sean Penn et Robert Downey Jr. ont fait du beau travail, mais ils étaient exubérants, surtout dans leurs interprétations. Il y avait quelque chose de plus subtil chez River. Tous ceux qu'il rencontrait, même enfant, reconnaissaient qu'il possédait un charisme extraordinaire et une assurance extraordinaire. River est plus qu'une idole d'adolescent. Il obtient sa première nomination aux Oscars à 18 ans pour sa prestation dans À bout de course. Il devient alors une tête d'affiche en demande. Hollywood cherche constamment ce James Dean. On veut toujours un personnage principal masculin d'une grande beauté, mais qui a un côté plus mystérieux, plus introverti. River était une vedette différente de plusieurs de ses pairs. Il semblait avoir des préoccupations au-delà de l'écran et de sa célébrité. Mais soudainement, apparemment, la vie et la carrière de River s'arrêtent net. La nouvelle de sa mort d'une surdose fait la manchette partout dans le monde. Ça a été un choc quand River Phoenix est mort d'une surdose. Plusieurs d'entre nous ne le voyaient même pas comme un consommateur de drogue. Il était une étoile montante. On l'a perdu avant qu'il ne puisse jouer ses plus grands rôles. Comment est-ce arrivé? Comment un jeune acteur en santé dans la fleur de l'âge peut-il mourir de façon si marquante d'une surdose? Les indices étaient peut-être là depuis le début. Pour découvrir l'influence toxique dans la vie de River Phoenix, il faut revenir au début. River est né en Oregon. Fils d'Arlene et John Bottom, il est l'aîné de 5 enfants. River a 3 sœurs, Rain, Summer et Liberty, et un jeune frère, Joaquim, une future célébrité. Ce sont ses parents hippies et son enfance non conventionnelle qui donnent à River ses allures de bohémien. Les parents de River Phoenix n'étaient pas très matérialistes. Ils n'avaient pas de maison. Ils vivaient comme des bohémiens, des romanichels, en se déplaçant en camionnette. Ils n'étaient pas très attachés aux biens matériels. Les parents de River menaient une quête spirituelle sans but. Ils cherchaient constamment à donner un plus grand sens à leur vie. Ça les a menés à une réunion des enfants de Dieu. Ils étaient réceptifs en entrant. Les Enfants de Dieu étaient un groupe de chrétiens intégristes fondé à la fin des années 1960 à Huntington Beach, en Californie, par un ancien pasteur protestant mécontent qui voulait attirer et marginaliser les hippies à cette époque. Les gens avaient perdu leurs illusions. Ils étaient insatisfaits des universités, de l'enseignement religieux, du gouvernement. Ces gens voulaient revenir aux bases de la vie. La secte cherchait des gens vulnérables qu'on apprenait à repérer dans une foule. C'étaient ceux qui écoutaient, ceux qui s'arrêtaient pour nous parler, qui nous répondaient. C'étaient des moutons. J'étais un des moutons. C'est pour ça que je le sais. Les Enfants de Dieu semblent offrir à la famille de River tout ce qu'elle cherche. Un endroit pour élever cette jeune famille grandissante. River et Rain sont déjà là, tandis que Joaquim et Liberty naissent au sein de la secte.
On nous disait soudainement, « Faites vos valises, vous partez ». Parfois, on ne nous disait même pas où on allait. Ils ont passé environ 1 an à Puerto Rico. Ils ont passé du temps au Mexique. Puis, ils se sont retrouvés au Venezuela. En surface, la secte semblait être un endroit sécuritaire pour vivre et prier. En réalité, ils vivaient dans la misère. Les enfants, surtout River, devaient jouer de la musique dans les rues de la ville pour nourrir la famille. Très jeune, River Phoenix est devenu le soutien de famille. Il jouait dans les rues pour de la monnaie. Il chantait la gloire de Jésus pour convertir les gens, mais il essayait aussi de faire de l'argent à l'aéroport ou dans des hôtels pour les gens de l'Ouest. S'il gagnait assez, la famille pouvait manger ce soir-là. C'était un lourd fardeau pour un jeune enfant de savoir que la qualité de ses prestations déterminait si ses frères, ses sœurs et lui allaient manger. Quand un jeune enfant devient tout à coup le soutien de famille, ça peut exercer beaucoup de pression. L'enfant prend l'habitude d'être le gardien, de faire passer les autres avant lui. Ses besoins sont donc refoulés et souvent, ils ressortent de façon plus téméraire et extrême à l'âge adulte. Une des plus grandes caractéristiques d'une secte, c'est le contrôle de l'esprit. On contrôle l'esprit des gens parce qu'on leur fait lire et entendre. C'était ce qu'on devait faire. Enseigner aux enfants que nos pensées étaient diaboliques et mauvaises. Ne pense pas, fais ce qu'on te dit. Ça a pu avoir une influence sur River Phoenix. Plus vieux, River Phoenix parle de la façon dont les enfants de Dieu ruinent la vie des gens. Les enfants étaient souvent sévèrement punis physiquement. Tout le monde était un parent. S'ils voyaient un enfant qui se comportait mal, tous les adultes avaient le droit de le punir s'ils croyaient que l'enfant avait été irrespectueux. Dans une secte, quelqu'un exerce un contrôle et a du pouvoir. Par conséquent, River devait se sentir sans défense et impuissant. C'est intéressant de voir le retour du balancier à l'âge adulte. River était libre, mais poussait sa liberté à l'extrême. Les enfants de Dieu deviennent une secte d'amour libre où les relations sexuelles entre tous les membres sont encouragées, y compris avec les enfants. River n'a pas vraiment parlé de son passé lui-même. Mais une fois, dans les années 90, un journaliste lui a demandé s'il y avait des expériences qu'il regrettait. Il a dit « Oui, faire l'amour ». Il a dit que la première fois, il avait 4 ans. Les contacts sexuels entre les enfants étaient encouragés afin de supposément les aider à développer une attitude saine face à la sexualité. Dans ce milieu hautement sexualisé, les enfants sont témoins de pratiques troublantes, comme l'échangisme et le désormais célèbre flirty fishing. La secte cherchait des gens vulnérables. On encourageait particulièrement les femmes à s'habiller de façon séduisante pour rencontrer des hommes et pour parler avec eux de Dieu, de Jésus et de la Bible. C'est ce qu'on appelle le flirty fishing, la drague pour Dieu. Dans d'autres parties du monde, les femmes de la secte étaient engagées comme prostituées. C'était basé sur l'exploitation sexuelle des femmes. Les parents de River Phoenix sont moins à l'aise avec la direction sexuelle que prend la secte. Dans ma pratique, j'ai constaté que certaines gens ayant des traumatismes de l'enfance non résolus, qui n'ont pas été soignés, se tournent vers la drogue pour trouver du réconfort et pour s'évader. À mon avis, ça pourrait être ce qui est arrivé à River Phoenix. Les abus sexuels vécus dans l'enfance sont un fardeau très lourd à porter. C'est un traumatisme qui nous habitera pour le reste de nos jours. Quand on voit River adulte, on voit quelqu'un qui tente en quelque sorte d'occulter sa conscience. On ne peut pas s'empêcher de croire qu'une des explications, c'est le traumatisme qu'il a subi enfant. Désillusionnés par la secte et perturbés par la pratique du flirty fishing, les parents de River décident de rompre les liens avec les enfants de Dieu et s'enfuient avec leurs enfants River, Rain, Joachim et Liberty à la fin des années 1970. S'enfuir ne sera pas facile. Les gens étaient terrifiés. Ils disaient « J'ai peur de partir, Dieu tuera mes enfants ». Tout le monde peut céder à une mauvaise influence. Alors qu'il a 8 ans, la famille de River planifie sa fuite d'une secte dangereuse. Des années plus tard, Heath Ledger planifie sa fuite d'une famille brisée en Australie. Ces deux événements mèneront ses futurs acteurs sur des chemins qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. On était tellement contrôlés que c'était la seule réalité. Si on partait, on retombait dans le péché, et Dieu allait nous tuer ou tuer nos enfants. C'est ce qu'on nous disait. On ne pouvait pas partir. Les gens étaient terrifiés. La secte contrôle l'esprit. Il faut traverser cette barrière psychologique, planifier la fuite et avoir caché de l'argent.
À ma connaissance, la famille Phoenix s'est liée d'amitié avec un prêtre catholique qui a été favorable à leur demande d'aide. Apparemment, il s'est arrangé pour qu'elle s'enfuie dans un cargo. Réintégrer la société, ça peut créer de graves problèmes aux adultes comme aux enfants. Plusieurs personnes se tournent vers la drogue, surtout les plus jeunes. Ce n'est pas surprenant que River soit tombé dans l'abus de drogue. La famille change son nom pour Phoenix et tente de faire renaître son ancienne vie de ses cendres pour se réinventer à l'extérieur de la secte. Maintenant, aux États-Unis, les parents comprennent que les talents de leurs enfants pourraient être utilisés autrement. River et sa sœur Rain ont continué à jouer de la musique. Maintenant, ce n'était plus dans la rue, mais dans des spectacles d'artistes amateurs. Les parents ne savaient plus quoi faire, ils n'allaient nulle part, et ils ont rapidement reconnu les talents familiaux. Ils se sont demandé « Qu'est-ce qu'on en fait ?» Essayons de les amener à Hollywood. C'est River qui semble avoir le plus de potentiel à cet âge, mais ses frères et sœurs le suivent de près. Joachim trouvera bientôt sa place dans la royauté hollywoodienne. Les parents envoient les enfants dans la rue pour chanter Dieu et ramasser de l'argent afin de soutenir la famille et de diffuser leurs messages religieux grâce à leurs costumes assortis et leur chorégraphie, comme on le voit dans cette vidéo. C'est presque un numéro à la Jackson 5 religieux. La famille Phoenix avait toujours plusieurs motifs. C'était une façon de transmettre leurs croyances. En même temps, les parents se disaient « S'il devient célèbre, il fera de l'argent et on pourra payer le loyer ». En tant qu'aîné, River est encore une fois le soutien de famille. Dès que River Phoenix est arrivé à Los Angeles, il s'est immédiatement trouvé un agent et s'est mis à travailler. Rapidement à Hollywood, les rôles économiques dans la famille sont restés renversés. River prenait soin de toute sa famille. Il faisait vivre tout le monde, mais il ressentait toujours la pression d'être le soutien, de rapporter. Je peux imaginer qu'à un si jeune âge, c'est beaucoup demandé à une personne. En 1985, River décroche un rôle dans Compte sur moi. La distribution comptait 4 garçons. Les autres étaient des jeunes du milieu, les dents blanches, des formations d'acteurs. Puis River est arrivé, l'apparence négligée, le hippie. Il apprenait sur le tas en tournant Compte sur moi. Il faut bien comprendre qu'il n'avait pas de formation. Il a tout de suite ressenti la pression. Il devait assurer. Il y a une scène au bord du feu. C'est un mauvais garçon qui se retrouve dans le pétrin après avoir volé l'argent du lait. Il le rend et l'adulte à qui il le rend le trahit et garde l'argent. River a du mal à jouer la scène. Le réalisateur l'initie à une approche du jeu qui lui permettra de creuser en profondeur afin de trouver son personnage. Rob Reiner n'arrivait pas à tirer l'émotion voulue de River Phoenix. Il lui a dit « Est-ce qu'un adulte t'a déjà trahi? Tu n'as pas à me dire ce que c'est. » River est parti. Un adulte l'avait déjà trahi et il pouvait aller puiser là-dedans. Il est revenu et a offert pour la caméra une prestation déchirante. La graine de l'acteur qu'il deviendrait a été semée par Rob Reiner qui lui a dit de se rappeler une trahison autour du feu. Si River souffrait émotionnellement, je crois que la méthode Actors Studio pouvait être une façon pour lui de fuir sa vie. Sa vie s'arrêtait. Il pouvait plonger dans le personnage et se sentir presque libre. L'inconvénient, c'est que quand le personnage disparaît et qu'on revient à notre vie, on peut se sentir accablé par tous ces problèmes non résolus. C'est le plus bel été de la vie de River. Pour la première fois, il est avec des acteurs comme lui. Il s'amuse avec eux, il lance des meubles dans la piscine et il triche aux jeux vidéo à l'hôtel. Il consomme également de la marijuana pour la première fois. Après son grand succès dans Compte sur moi, River est populaire. Il partage l'affiche avec de grands noms d'Hollywood et campe des rôles qui façonnent sa carrière. Il commence également à fréquenter sa partenaire de jeu, Martha Plimpton. À l'âge de 18 ans, River est nommé aux Oscars pour sa prestation dans À bout de course. River s'était fait un nom. Il avait été payé pour Compte sur moi. Il avait été nommé aux Oscars et recevait de bons cachets. Il a acheté une propriété en Floride, qui est devenue un camp hippie pour la famille. C'était un changement fondamental, puisqu'avant, la famille ignorait d'où viendrait la prochaine paye. Après avoir acheté le ranch pour sa famille, River s'est peut-être senti libéré de l'obligation de prendre soin d'elle. Il pouvait enfin rattraper ses années d'adolescence perdues. Ses parents ne sont pas du genre à établir des règles et des limites. Dans cet environnement très permissif, il est livré à lui-même. River adopte certaines habitudes,
Maintenant, il boit et fume de la marijuana régulièrement, tandis qu'il continue à construire sa carrière et à se frayer un chemin pour devenir un grand acteur. Dans Compte sur moi, on voit que River Phoenix a le potentiel de jouer un premier rôle. Dans My Own Private Idaho, il est assez évident que River Phoenix a ce qu'il faut pour jouer les premiers rôles pendant des années. My Own Private Idaho a été réalisé par Gus Van Sant. Il met en vedette River Phoenix et Keanu Reeves qui incarnent des prostituées homosexuelles. River Phoenix, à un moment charnière de sa carrière, a décidé d'incarner un prostitué gay narcoleptique à une époque où personne ne faisait de films gays. L'entourage de River et Keanu ne voulait pas qu'il fasse le film. Vous vous mettrez vos admirateurs à dos, c'est une grosse erreur. C'est à travers ce choix qu'il a pu démontrer la diversité et la complexité de ses talents d'acteur. Puisqu'il utilise la méthode, le film My Own Private Idaho marque un tournant important dans la relation qu'entretient River avec la drogue. La méthode a pu donner à River accès à son côté le plus sombre, ce qui lui a donné la permission de le vivre dans la réalité. Alors pour se donner à fond, il a pris de l'héroïne pour la première fois. Il l'a fait car c'était en accord avec le personnage, un jeune toxicomane de la rue. Quand il a essayé l'héroïne, il a trouvé la réponse au problème qu'il devait vivre à l'intérieur. Une fois qu'on laisse sortir la bête, c'est très difficile de la remettre en cage. Il en est ressorti brisé, avec un début de dépendance à la drogue. Il s'était donné tellement à fond dans le jeu que c'était difficile pour lui de se défaire du personnage. De plus, on ne peut pas simplement arrêter de consommer de la drogue à la fin d'un film. River reproduit le comportement et continue de consommer bien après que les caméras se sont arrêtées. À la fin du tournage de My Own Private Idaho, River ne s'était pas complètement détaché du personnage. Quand il est arrivé au Festival du film de Toronto, il était incohérent et il divaguait. Dans l'industrie, on s'est mis à soupçonner que River avait un problème. River était sale, il avait les cheveux en désordre, il semblait malade. Les gens disaient que ça ressemblait plus à de la consommation de drogue qu'à la méthode. Martha Plimpton disait que River l'appelait et qu'il divaguait comme un drogué. Martha Plimpton avoue avoir rompu avec River Phoenix à cause de sa consommation de drogue et de son comportement autodestructeur. Il arrêtait pendant un certain temps et rechutait. C'était triste. River lutte contre ses dépendances. Pendant ce temps, son père l'implore de quitter ce monde, car il croit que la machine hollywoodienne est en train de dévorer son fils. Alors que l'étoile de River montait, son père, John Phoenix, se sentait de moins en moins à l'aise. Il voyait River entrer dans la machine hollywoodienne et il se méfiait de l'attention grandissante qui se tournait vers River. River promet à son père de quitter l'industrie après son prochain film, Dark Blood. Mais River ne terminera jamais ce film. En analysant les influences auxquelles sont exposées les célébrités, on peut relever des indices expliquant pourquoi leur vie se termine souvent de façon tragique. Hanté par son passé, River lutte contre un problème de drogue grandissant et la machine hollywoodienne qui ne lui permet pas de ralentir. Un cercle vicieux qui aspirera également Heath Ledger des années plus tard. À LA, à la fin des années 80 et au début des années 90, on faisait toujours la fête. Toutes sortes de drogues circulaient. C'est une période intense pour River. Il tourne en moyenne un film par année et a d'autres projets qui l'attendent. Il se faisait un nom comme acteur. Il devenait une vedette adulte. River se retrouvait et il poursuivait ses rêves. Il essayait de lancer son groupe de rock. Il voulait faire de grands films. Il voulait tout. Mais le monde devient de plus en plus dangereux. Il consommait davantage après My Own Private Idaho. Il avait des amis avec qui il consommait de la cocaïne. Il ne laissait rien transparaître. Ça a déstabilisé plusieurs personnes de savoir qu'il avait un problème. Avant que River tourne son dernier film, John, son père, l'avait supplié de quitter l'industrie. « Éloigne-toi d'Hollywood ». River a dit « J'ai promis de faire ce film et d'en faire 2 autres après. Après ces 3 films, ça y est, j'arrête ». Le fait que le père de River ait dit publiquement qu'il avait l'impression qu'Hollywood dévorait son fils indique que son fils souffrait vraiment. Il était très inquiet, au point où il voulait que son fils quitte Hollywood. En 1993, River Phoenix a tourné Dark Blood. C'était important car c'était la première fois qu'il incarnait un premier rôle méchant. River Phoenix a plongé dans le personnage. Il a mis de côté sa personnalité pour adopter celle du personnage. C'était sa version de la méthode.
mais il ne l'avait pas étudié avec Stella Adler. C'était sa façon à lui de devenir quelqu'un d'autre. Il avait ouvert la boîte de Pandore reliée à sa propre souffrance, mais comment revenir ensuite à la normale? River jouait d'une façon qui ne lui permettait pas de maîtriser ce qu'il venait chercher dans sa propre personnalité, dans sa psyché. River n'a rien consommé pendant les 2 premiers mois de tournage. Mais quand il est retourné à Los Angeles pour continuer le tournage, il a rechuté. Je crois que lorsque la dépendance s'aggrave, on se retrouve seul. Peu importe combien de gens nous entourent, on est seul. Et en fin de compte, il ne reste que la drogue et nous. Il aurait fait beaucoup la fête. Il devait rencontrer des réalisateurs, mais il était trop amoché pour sortir du lit et aller où il devait aller. Le jour de sa mort, River Phoenix est arrivé sur le plateau de Dark Blood. Le réalisateur a dit qu'il semblait désincarné. Dès qu'il a dit action, River Phoenix est entré dans la peau de son personnage, sans problème. Il semble que River était un toxicomane fonctionnel. Il avait la possibilité de mener un style de vie de fêtard, puis il pouvait revenir à la normale, dans sa zone. Voilà pourquoi les gens ignoraient à quel point sa dépendance était grave et à quel point il devait souffrir. Il s'est ressaisi parce que son frère et sa sœur lui ont rendu visite. Joachim et Rain voulaient aller au Viper Room. C'était la nouvelle boîte de nuit à la mode. Elle n'était ouverte que depuis quelques mois. Il voulait passer une soirée tranquille à l'hôtel. Il essayait de se contrôler. Samantha, sa petite amie, était là aussi. À la dernière minute, il a dit « Non, retenez l'ascenseur, je viens ». Il a pris sa guitare et il est allé avec eux. C'était la boîte de nuit à la mode à Los Angeles. Johnny Depp était le propriétaire, c'était sur Sunset Boulevard. Tout le monde ne pouvait pas entrer au Viper Room. River est arrivé au Viper Room. Il a fait entrer tout le groupe. Il était dans son élément, il connaissait ces gens. C'est là qu'il s'est laissé tenter. C'était une boîte de nuit sombre. La plupart des gens avaient pris quelque chose. Il se passait toutes sortes de choses. Les gens ont donc des souvenirs contradictoires. Selon ce que j'ai appris, un ami guitariste de River lui a donné un verre et lui a dit « Bois ça, tu te sentiras bien ». Il a tout bu, c'était de l'héroïne et de la cocaïne, ce qu'on appelle aussi un speedball. L'avantage du speedball, c'est qu'on ressent tout de suite l'effet stimulant de la cocaïne, puis l'effet relaxant de l'héroïne. Le speedball est fatal parce qu'il accélère et ralentit le rythme cardiaque en même temps. Rapidement, son corps a mal réagi. Il ne se sentait pas bien et on l'a amené sur le trottoir. River était étendu sur le trottoir, mourant. Son frère, sa sœur et sa petite amie auraient tout de suite dû composer le 911 pour faire venir une ambulance. Tandis que River se mourait, pendant 8 minutes, il a eu des convulsions et il ne se passait rien. C'est en partie parce qu'ils étaient jeunes et se sentaient dépassés. Tout le monde était sous le choc et en déni, ce qui arrive souvent dans ces circonstances. Il va bien, il reviendra à lui dans un instant. Il y avait une cabine téléphonique au coin. Joachim a composé le 911 pour qu'on envoie une ambulance. Il était détruit. Son frère mourait devant lui. On a rapidement fait venir les ambulanciers. Ils ont essayé de le réanimer, ils lui ont fait une injection, l'ont mis dans une ambulance et transporté à l'hôpital. Ils ont tenté de le réanimer pendant 1 heure avant de le déclarer mort. River est entré au Viper Room comme l'une des plus grandes vedettes d'Hollywood. Finalement, il en est ressorti comme l'une des plus grandes victimes d'Hollywood. Officiellement, River est mort d'une intoxication grave par multiples drogues. Les rapports toxicologiques montrent des concentrations élevées d'héroïne et de cocaïne dans son sang. La machine hollywoodienne exploite tous ceux qui y entrent, mais elle les récompense également. Pour certains, ça fonctionne très bien, mais d'autres ne sont pas conscients du marché qu'ils ont conclu. Je crois que si River Phoenix n'avait pas été une célébrité, on aurait appelé plus tôt. Après la mort de River, sa famille a décidé de ne pas enquêter en profondeur pour savoir exactement ce qui s'était passé. Je crois que c'était dans l'intérêt d'Hollywood. Tout le monde croise toujours les doigts pour que son prochain projet voie le jour. Plusieurs personnes au Viper Room ce soir-là ont vu qui avait donné de la drogue à River Phoenix, mais personne n'a jamais dit officiellement qui c'était.
River n'a finalement pas pu surmonter les tentations d'Hollywood. C'est une machine complexe et impitoyable qui ne s'arrête pour personne. Elle regorge d'usagers et de toxicomanes, de grands noms et d'agents provocateurs. La gloire et la célébrité peuvent être funèbres. River Phoenix était un acteur extrêmement doué. On voyait qu'il avait quelque chose de spécial et il avait de l'ambition. Il portait une lumière spéciale qui s'est éteinte. C'est une perte pour nous tous. River Phoenix est une étoile qui s'est éteinte trop tôt. Il a cédé pendant toute sa vie et sa carrière aux influences toxiques. Que ce soit les enfants de Dieu, une approche du jeu brut mal exploitée qui l'a mené vers la drogue, ou la machine hollywoodienne qui ne s'arrête pour personne, River n'a simplement pas pu combattre ses démons. 15 ans plus tard, une autre étoile s'éteint trop vite. Comme River, elle a également perdu la lutte contre ses démons. Comme River Phoenix, Heath Ledger commence sa carrière d'acteur à un jeune âge. Fils de Sally et Kim et né à Perth en Australie en 1979, Heath décroche son premier rôle à 10 ans à l'école dans une production de Peter Pan, l'enfant qui ne voulait pas grandir. Au même moment, la vie de famille de Heath est bouleversée quand ses parents divorcent. Les traumatismes d'enfance sont différents pour tous. Ces événements nous changent. En conséquence, les gens prennent tous les moyens pour engourdir la douleur, que ce soit par la drogue ou d'autres dépendances. Après avoir reçu son diplôme de l'école secondaire, Heath, un esprit libre, voyage à travers le pays. En 1992, il décroche un rôle principal dans une série télévisée australienne et fait rapidement le saut vers le grand écran. Heath Ledger a travaillé sur plusieurs séries télévisées. Il a joué dans Ship to Shore et Home and Away. C'était un jeune homme attirant et c'est probablement la raison pour laquelle on l'a remarqué. À l'âge de 19 ans, Heath quitte l'Australie et sa famille pour poursuivre son rêve hollywoodien. On raconte que d'abord, les parents n'ont pas soutenu le choix de carrière de leur fils. La rupture avec ses parents et des antécédents familiaux de dépression pourrait avoir contribué aux événements à venir. Quand Heath Ledger est arrivé à Hollywood, je ne crois pas qu'il ait été perçu bien différemment des autres nouveaux jeunes premiers. Il était le nouveau beau garçon. Ce n'est que plus tard que son dévouement envers l'art est devenu apparent. Son premier rôle qui a attiré l'attention, c'est dans 10 choses que je déteste de toi. Il est devenu populaire après ce film. À un moment, Heath Ledger a dit qu'il voulait enlever le blond de sa carrière. Il voulait s'éloigner des rôles de jeunes premiers pour passer à des rôles qu'il considérait comme plus substantiels. Heath Ledger a fait une série de films dont Chevalier qui a fait de lui une idole. Ensuite, c'est dans Le bal du monstre que les gens ont pu constater qu'il était un acteur sérieux. Toutefois, c'est son rôle dans Souvenir de Brokeback Mountain d'Ang Lee qui consolide son statut de vedette, lui vaut d'être nommé aux Oscars et lui permet de trouver l'amour et de fonder une famille. La prestation de Heath Ledger dans Souvenir de Brokeback Mountain a été applaudie. C'était marquant. C'était si ridiculement brave de jouer un homme qui avait une relation amoureuse et sexuelle avec un autre homme. C'était brave à l'époque. Il a livré une prestation qui a permis aux gens de constater que cet homme savait ce qu'il faisait. C'est sur ce plateau de tournage que Heath rencontre Michelle Williams. Plusieurs acteurs tombent amoureux de leurs collègues. C'est ce qui est arrivé à Heath Ledger. Michelle Williams est arrivée sur le plateau, ils sont tombés amoureux, et quand le tournage s'est achevé, je crois qu'elle était enceinte de Matilda Rose, leur fille. Certainement, de l'extérieur, ça semblait être un coup de foudre. Cette période de stabilité dans la vie de Heath ne durera pas longtemps. Puis arrive le Joker. Le plus grand défi professionnel de Heath consiste à incarner le rôle emblématique du Joker dans Le Chevalier Noir. Il entre dans la peau de ce clown sociopathe. C'est une prestation déterminante pour sa carrière, mais Heath ne vivra pas assez longtemps pour assister à la sortie du film. Qu'est-il arrivé à Heath Ledger pour qu'on le retrouve mort, seul dans son lit, à seulement 28 ans? Heath Ledger était un bon gars, mais la vie l'avait abîmé. Beaucoup, beaucoup trop. La route l'ayant mené à cette fin tragique est difficile à suivre, puisqu'elle commence dans la tête de Heath. Heath Ledger était extrêmement sélectif quant au rôle qu'il acceptait, au point d'être considéré comme difficile parce qu'il refusait tout. En réalité, on a compris plus tard qu'il ne croyait pas toujours avoir la capacité de bien interpréter certains de ses rôles. Alors, il refusait en disant « Je ne suis pas prêt, j'ai peur ». Heath n'est pas prêt à faire face à tous les à côté de son métier. Il souffre d'anxiété et a du mal à vivre avec sa popularité grandissante et la tension croissante.
Il est naturel de prétendre que tous les acteurs veulent beaucoup de reconnaissance. Mais une limite est souvent dépassée quand la reconnaissance se met à empiéter sur notre vie. Il voulait avoir une vie normale tout en faisant un travail merveilleux. Après Souvenir de Brokeback Mountain, il y a eu les éloges, la nomination aux Oscars. Il était trop perturbé par la gloire, l'attention. Il a donc dit « Si c'est ce que ça donne de faire un film à succès, je ne veux plus en faire ». Je crois que l'ampleur de cette attention frénétique lui était intolérable. C'est là qu'il serait entré dans une phase sombre. Les influences prennent toutes sortes de formes. Quand on y cède, la fin est souvent tragique. Heath Ledger subissait l'influence de l'anxiété, de la dépression et n'était pas à l'aise avec la rançon de la gloire. Mais son talent rendait cette gloire inévitable et elle était accompagnée d'un besoin de fuir. Heath Ledger devait certainement être plus introverti et réservé. Sa solitude lui donnait de l'énergie. Souvent, les introvertis me disent qu'ils se critiquent. « Je devrais aimer la gloire. Pourquoi ne suis-je pas bien sous les projecteurs ?» Ils se critiquent et ça a un impact sur leur confiance. Finalement, l'autoculpabilisation mène souvent à des humeurs dépressives. Et ces humeurs mènent à des comportements dépressifs. On cherche des substances pour se sentir bien. Ça devient un cercle vicieux qui cause davantage d'anxiété et parfois des comportements destructeurs pour calmer cette anxiété. Les attentes envers Heath et sa carrière grandissent, tout comme la pression. Cette pression combinée à l'anxiété provoque des crises de panique. Une crise de panique, c'est une terreur intense qui ne dure que quelques minutes. C'est comme un sommet de peur. Plusieurs clients me disent qu'ils ont l'impression d'avoir une crise cardiaque. Ils se retrouvent souvent aux urgences en pensant faire une crise cardiaque. Puis ils rentrent chez eux après s'être fait dire que c'était une crise de panique. Les gens sujets aux crises de panique, même s'il n'y a pas de facteur de stress, craignent la prochaine crise. Elle guette à tout moment. Pour quelqu'un qui est sous les projecteurs, c'est effrayant de penser que ça pourrait arriver à un moment inopportun. Le fait qu'il en faisait pendant des réunions indique qu'il était vraiment accablé, mais qu'il n'agissait pas. Quand on ignore sans cesse nos émotions, notre corps nous dit « Attends, je n'en peux plus ». Heath a des antécédents familiaux de dépression. Ses problèmes viennent des cartes que la vie lui a distribuées. Sa décision de mélanger les médicaments peut être perçue comme une tentative d'enfouir les démons qu'il fuit. On avait prescrit à Heath Ledger du Valium et du Zoloft. Le Zoloft, c'est pour la dépression. Le Valium est généralement prescrit comme anxiolytique et anticonvulsivant. Le mélange des deux peut être très néfaste. Quand on ne fait pas face aux sentiments négatifs, aux problèmes non résolus et aux pensées négatives, et qu'on prend une pilule, c'est une solution de fortune. Si on ne va pas chercher l'aide nécessaire, les comportements deviennent fréquemment plus destructeurs et plus impitoyables, car on en veut toujours plus. Dans le tourbillon d'activités qui devait être étourdissant, Heath Ledger a décidé de quitter non seulement Los Angeles, mais aussi de vendre sa maison en Australie et d'emménager à New York. À New York, la relation tumultueuse qu'entretient Heath avec la presse se poursuit, mais elle est maintenant nourrie par son désir de protéger sa fille. Rien ne nous rend plus mal à l'aise que de sortir en public pour la première fois comme père ou mère d'un enfant. Tout le monde a son mot à dire et se sent concerné. Tout le monde nous donne des conseils. Si on est connu, je ne peux pas imaginer ce que c'est. Ça doit être encore plus difficile. L'inconfort de Ledger en public serait une source de tension dans sa relation avec Michelle. Il est un père dévoué, mais la rumeur raconte que le couple aurait des difficultés. On accuse Heath d'être infidèle et de faire trop la fête. Il semblait y avoir deux Heath Ledger. Le premier était l'artiste dévoué, un artisan qui se consacrait à son travail. L'autre Heath Ledger, celui de fin de semaine, portait un chapeau feutre et allait flirter dans les boîtes de nuit élégantes. Heath s'entoure de béni-oui-oui et de complices qui alimentent ses comportements destructeurs. J'étais un hôte pour les célébrités. J'étais celui qui faisait le lien entre les célébrités et les fêtes. J'ai rencontré Heath Ledger au Festival international du film de Toronto. Il était en ville pour le film Souvenir de Brokeback Mountain. Il faut comprendre que c'était à une époque où il n'y avait pas de médias sociaux. Les gens ne savaient pas vraiment où allaient les vedettes, parce qu'il n'y avait pas de traces. Les fêtes étaient secrètes et très sécuritaires.
J'étais un facilitateur et je m'assurais que tous ceux qui venaient en ville s'amusaient. Le syndrome du VIP, c'est quand des vedettes sont traitées différemment parce que les gens sont en admiration. Tout le monde s'occupe de cette personne. Tout le monde veut faire partie de la fête. Mais en conséquence, les gens nourrissent la dépendance. Personne ne pose les questions importantes. Est-ce que c'est trop? Est-ce qu'il souffre? Est-ce que ça cache quelque chose? Son gérant et lui sont arrivés dans la boîte où on travaillait. Il est entré, il ne semblait pas en forme. Il semblait ne pas avoir dormi depuis longtemps. Il est venu me voir et son gérant m'a demandé « Est-ce que je peux mettre la main sur quelque chose ici ?» J'ai dit « Comme quoi ?» Il a dit « Je veux faire un voyage de ski. » C'était un code pour la cocaïne. J'ai dit « Bien sûr, il y a quelqu'un là-bas qui te servira de contact. » Et il est parti. La soirée a commencé. J'ai fait faire le tour de la ville à Heath Ledger et à son gérant. Ça a duré 3 jours. C'était fou. Les célébrités semblent avoir l'autorisation de faire la fête. C'est peut-être pour ça qu'il y a tant de toxicomanes parmi les vedettes. Il y a des gens partout qui devraient les protéger, les aider, les ramener dans le droit chemin, mais qui leur donnent plutôt tout ce qu'elles désirent. Les célébrités ont certainement une autorisation spéciale. Les propriétaires des boîtes, moi, les agents de sécurité, tout le monde ferme les yeux quand une célébrité veut faire la fête. C'est difficile pour une vedette d'arrêter de consommer de la drogue quand tout son entourage facilite ce comportement. Les gens veulent faire partie de la fête, s'amuser. Personne ne lui dit non. Il suffit qu'une personne dise non et discute de ce qui se passe, de ce qui se cache sous ce besoin de consommer. On raconte que Michelle voulait que Heath suive une cure de désintoxication en 2006, 2 ans avant sa mort, mais il aurait refusé d'y aller. Dans ma pratique, je constate que cette situation peut être très difficile pour le couple. On se sent impuissant. On veut l'aider, mais un toxicomane doit avoir lui-même le désir. Heath Ledger ne voulait peut-être pas aller en cure parce que les complices qui l'entouraient lui faisaient sentir qu'il n'avait pas de problème. Ils ont tendance à normaliser les mauvais comportements. Quand on se retrouve dans le pétrin, ils nous trouvent des excuses. Heath semble être dans une période sombre de sa vie et il va bientôt s'attaquer au rôle le plus sombre de sa carrière. Les mauvaises influences peuvent mener à de mauvais choix. Heath Ledger est d'un côté un acteur et un père dévoué, et de l'autre, une célébrité recluse qui engourdit sa réalité à coups de fêtes et de mauvais comportements. Ajoutez-y un mélange dangereux de médicaments sur ordonnance pour combattre la dépression, et Heath fonce droit vers les problèmes. Maintenant, alors que sa relation avec Michelle se dégrade, sa santé est fragile et il accepte le rôle du Joker dans Le Chevalier Noir de Christopher Nolan. Comme River Phoenix, il se donne entièrement à son personnage, et encore plus intensément à celui-ci. Quand Heath Ledger a décroché le rôle du Joker, ça a surpris beaucoup de gens. On le voyait comme le gars de 10 choses que je déteste de toi ou de Souvenirs de Brokeback Mountain. Comment pouvait-il jouer un des personnages les plus emblématiques? Ça amenait une certaine quantité de pression. Pendant le tournage du Chevalier Noir, on apprend que Heath et Michelle Williams sont séparés. La bataille pour la garde de sa fille Mathilda qui en résulte l'accable. Heath s'est complètement immergé dans le monde et la psyché du Joker. Je me demande, puisque c'était probablement la période la plus sombre de sa vie et le rôle le plus sombre de sa vie, comment il a essayé de s'en sortir. Les problèmes d'anxiété et de dépression de Heath s'intensifient. De plus, l'insomnie qui le tourmente par intermittence a commencé à le ronger. Heath parlait publiquement de ses problèmes de sommeil et de son insomnie, ce qui est assez commun chez les gens qui souffrent d'anxiété et de dépression. On a des pensées intrusives qui défilent sans s'arrêter. Je peux vous dire que si vous travaillez toute la journée et les engourdissez en jouant, quand vous vous couchez, devinez ce qui vous attend. Toutes ces pensées négatives. Les gens peuvent devenir désespérés. Ils veulent dormir. Ils cherchent toutes les solutions qui peuvent les aider. Peu après avoir terminé le tournage, Heath Ledger est parti en Angleterre pour commencer à tourner l'Imaginarium du Dr Parnassus de Terry Gilliam. En général, les acteurs aiment prendre une pause entre 2 projets. Entre Le Chevalier Noir et l'Imaginarium du Dr Parnassus, il y a eu peu de temps, seulement quelques semaines. Il était malade quand il a commencé, mais il s'est lancé. C'était un tournage difficile et complexe.
Je crois que Christopher Plummer a dit qu'il souffrait d'une pneumonie ambulatoire pendant le tournage. Il était malade physiquement, mais il se présentait toujours au travail, tandis qu'à l'extérieur, sa vie personnelle s'effondrait. Dans les mois précédant la mort de Heath Ledger, il y a eu des problèmes de garde et il n'a pas pu passer de temps avec sa fille Matilda. En ne passant pas Noël avec sa fille, Heath Ledger a dû se sentir abandonné. Plusieurs de mes clients qui vivent un divorce ou une bataille pour la garde d'un enfant me disent qu'ils sont reconnaissants de travailler jour et nuit parce que ça leur apporte du réconfort. C'était peut-être ce que Heath faisait. Il s'est lancé dans le travail, mais quand il rentrait chez lui, toutes ses anxiétés l'attendaient. Quand le tournage se termine à Londres, il rentre à New York. Il est séparé de Matilda, qui est sur un plateau en Suède avec Michelle. Il était à New York. Il dormait mal. Il était physiquement malade. Quand on passe d'un plateau de tournage où il y a du bruit, du plaisir et de l'action, à la solitude de notre appartement, cette solitude peut être assourdissante. On sent à quel point on est seul d'une façon puissante, directe et concrète. Heath appelle chez lui en Australie. Il parle à sa sœur. En général, la conversation est positive, mais un nuage sombre flotte. Elle lui dit de faire attention en mélangeant les médicaments et s'inquiète pour lui. Il la rassure en riant et lui dit qu'elle n'a pas à s'en faire. Quand on mélange les médicaments, on ignore comment ils interagiront. On peut mélanger 2 dépresseurs et ressentir un plus grand effet, ou on peut créer un effet de speedball, soit un mélange de stimulants et de tranquillisants qui peut avoir des conséquences dévastatrices. Le fait que Heath ait mélangé les médicaments en connaissant ou non leur interaction m'indique à quel point il souhaitait désespérément dormir et qu'il avait désespérément besoin d'un moment de répit. Le 22 janvier 2008, la femme de ménage et massothérapeute de Heath Ledger le retrouve. Il semble dormir, mais cette fois, il ne se réveillera jamais. La mort de Heath Ledger était troublante. On ne s'attend pas à voir mourir des acteurs de 28 ans. Le coroner détermine que Heath Ledger est mort d'une intoxication grave par les effets combinés de médicaments sur ordonnance, incluant des antidouleurs, des anxiolytiques, des antidépresseurs, des somnifères et des antihistaminiques. Ça a été un choc pour tout le monde quand Heath Ledger est mort. Mais il souffrait. Il était évident qu'il souffrait. Il parlait beaucoup de son insomnie. Sa mort était un choc, mais je ne crois pas que ce soit un choc d'apprendre qu'il souffrait. Heath Ledger avait besoin de s'éloigner de tout ça. S'il avait été capable de sortir des projecteurs, ça lui aurait sauvé la vie. C'est une tragédie personnelle. Ça éclipse tout le reste. Mais on ne saura néanmoins jamais comment il aurait évolué, parce qu'il était loin d'être à la fin de sa carrière. Et il était au début. L'étoile de Heath Ledger brille fort, même après sa mort, alors qu'il remporte l'Oscar du meilleur acteur de soutien à titre posthume pour son interprétation du Joker. Heath Ledger faisait ce qu'il faisait de mieux. Il dépassait nos attentes une fois de plus. Il apportait quelque chose d'unique à chaque personnage, et ça se serait amélioré alors qu'il aurait vieilli et gagné en expérience, et qu'on lui aurait offert de meilleurs rôles. Mal à l'aise sous les projecteurs, Heath Ledger souffrait d'une anxiété paralysante. La dépression était au cœur de ses batailles. Souffrant en plus d'une insomnie extrême, il était coincé dans un cercle vicieux qui a causé sa perte. Talentueux et troublé, Heath Ledger et River Phoenix se réfugient dans leur personnage. Leur dernière fuite s'est avérée fatale. 2 mélanges différents, tous les 2 mortels. Les carrières et les vies de Heath Ledger et River Phoenix ont cédé à l'influence toxique.